Une fois n'est pas coutume, nous allons parler ce soir, quand on parle d'espèces de la flore française, de plantes, évidemment, qui pour certaines font partie aujourd'hui de la flore française, mais bien sûr ne sont pas des plantes originaires d'Europe, comme on va le voir tout à l'heure. C'est un genre tout à fait particulier, à la fois parce qu'il a une histoire au niveau de sa taxonomie qui est très singulière et on va consacrer une partie de notre webinaire à cela, avec notamment des événements qui se sont passés dans les années 80 et qui ont été quand même un chambardement dans le cadre du Congrès international de nomenclature botanique. Il est aussi intéressant parce que c'est un genre extrêmement important. On verra tout à l'heure le nombre d'espèces. Et puis, il est également important parce que c'est un genre de plantes tout à fait spectaculaire, à la fois, bien sûr, quand elles sont en fleurs, et évidemment, chez nous, elles fleurissent très précocement, mais aussi de façon générale, puisque ce sont de très beaux arbustes ou arbres, qui fait qu'ils ont été et sont encore largement cultivés, et à partir de ces cultures, dont toutes ne sont pas ornementales d'ailleurs, hein, dans certains pays, ben, le genre s'est répandu à travers le monde comme on va le voir. Je vous demande une toute petite seconde, je vais fermer une porte. Voilà, pardon, ça évitera qu'il y ait des bruits parasites. Euh, donc, quelques chiffres sur le genre Acacia. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le premier genre de la sous-famille des papilionoïdés. Alors, je pense que vous avez en tête l'organisation des légumineuses. On va les reprendre très rapidement. D'ailleurs, c'est pas la sous-famille des papilionoïdés, c'est la sous-famille des césalpinioïdés. Vous voyez, un joli lapsus. Attendez, si j'arrive à le... Hop là. Voilà, autant pour moi. Donc, c'est une famille qui a pas mal évolué en termes de classification. Pour ceux qui n'étaient pas aux convergences botaniques, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube de l'ASBOC la conférence que j'ai faite à cette occasion sur l'évolution au cours des 200 dernières années, mais tout particulièrement depuis une quinzaine d'années de la classification des légumineuses. 1085 espèces, donc il fait partie des rares genres de la flore mondiale à compter plus de 1000 espèces. Il y a une quinzaine de genres, et encore pas tout à fait, qui comptent plus de 1000 espèces dans la flore mondiale, dont plusieurs genres de la famille des légumineuses, évidemment Astragalus, qui est le genre qui compte le plus d'espèces au monde, mais les acacias se défendent bien et se défendent d'autant mieux, comme on va le voir juste après, c'est qu'ils sont quand même ramassés sur un territoire qui, certes, est un territoire important, mais qui est quand même assez localisé dans le monde. Ça n'est pas du tout un genre largement réparti sur toute la surface du globe, à part bien sûr pour les espèces naturalisées. Cette section, ce qui est peu pour un genre avec autant d'espèces, c'est un genre, maintenant qu'il est redéfini, et on va voir comment il a été redéfini, qui est un genre qui est relativement compact au niveau morphologique, et finalement, il n'y a que 7 sections, ce qui est assez peu. C'est un genre qui est quasiment exclusivement australien, hein. Vous allez voir la carte juste après, ça déborde un petit peu autour de l'Australie, mais c'est d'abord et avant tout des plantes australiennes. Et puis, il y a une quinzaine d'espèces qui sont largement naturalisées à travers le monde. Alors, on va voir celles qui sont en France, bien sûr, mais il y en a d'autres. Et notamment parce que, indépendamment du travail ornemental dans les jardins, c'est une plante, c'est un genre qui est utilisé notamment en arboriculture, en Afrique et en Asie également. Et eh bien, ça s'est
C'est comme ça qu'un certain nombre d'espèces se sont naturalisées et fortement répandues. D'ailleurs, les espèces qui sont utilisées en arboriculture en Afrique et en Asie ne sont pas les mêmes que celles qui sont utilisées à titre ornemental et donc ne sont pas naturalisées en France. Alors, si ça veut bien avancer, ça ne veut pas décidément. Alors, hop, 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 ça y est, ça vient. Revenons à nos moutons. Donc, je vous parlais de la famille des Sasilpinioidés. Donc, ça, c'est la classification des légumineuses synthétiques telles qu'elles se présentent aujourd'hui, hein, avec six sous-familles, hein. Vous savez que classiquement, la classification des légumineuses était établie avec trois sous-familles. Aujourd'hui, les anciennes mimosoïdées sont incluses dans les sésalpinioïdés, sachant que les sésalpinioïdés se sont vus privés, si j'ose dire, d'un certain nombre de groupes de plantes pour donc créer ou réhabiliter, mais surtout créer quatre sous-familles, qui sont celles qui sont sur la gauche et qui sont des sous-familles de taille beaucoup moins importante en nombre de genres et d'espèces que, évidemment, les césalpinioïdés d'autre part et les papilionoïdés d'autre part. Voilà donc où se situent nos acacias, hein, dans la tribu des mimosées au sein de la sous-famille des Césalpinioidés. Cette tribu des mimosées euh, aujourd'hui est composée de clades. Alors vous savez que quand on parle de classification phylogénétique, on parle d'abord de clades et puis éventuellement derrière on en fait des divisions en classification et en taxonomie traditionnelle. Pour le moment, ce n'est pas le cas dans cette tribu. Elles sont, alors les acacias sont dans un clade qui s'appelle le clade Archidendron, qui porte le nom d'un genre, Archidendron. Par rapport à la conception historique des acacias, on va le voir après, ben, les acacias sont répartis dans différents clades au sein de la tribu des mimosées. Donc, l'ancien genre acacia était extrêmement hétérogène, à la fois morphologiquement, à la fois géographiquement, au niveau des milieux également. Aujourd'hui, on a quelque chose évidemment de beaucoup plus homogène. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que on a aujourd'hui sept genres qui représentent ce qu'était, il y a encore une vingtaine d'années, le genre acacia. Aujourd'hui, le genre acacia a été décomposé, on va reprendre ça après, dans le genre Vachellia, qui est au sein d'un clade qui est le clade Parkia, au sein, donc, qui est pantropical, hein, mais surtout sur les régions sèches des zones intertropicales. Le clade Sénégalia avec quatre genres, qui sont des genres de plus petite taille, qui sont majoritairement des genres américains, mais Sénégalia est également présent en Afrique et en Asie. Donc Parasénégalia en Amérique du Sud, Pseudo-Sénégalia en Bolivie, c'est un tout petit genre avec deux espèces, Sénégalia pantropicale, et Mario Souza en Amérique centrale, y compris d'ailleurs dans le sud des États-Unis d'Amérique. Le clade Kaliandra compte un genre américain nord et sud-américain, donc les Amériques, qui est le genre Acaciella. Et puis, donc, il y a le genre le clade Archidendron avec le genre Acacia, donc qui est présent d'abord et avant tout en Australie, mais également en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et puis pour de très rares espèces à Madagascar. Tout ça, c'était des acacias. Alors, je vais maintenant vous raconter une histoire assez peu commune et pour ceux qui aiment la taxonomie, tout à fait passionnante. Voilà donc, pour rappel, la localisation du genre Acacia dans sa composition actuelle. Donc on voit, hein, Australie, un peu l'Indonésie également, Madagascar, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande, j'aurais dû le rajouter. Donc tout ça pour dire que c'est un genre qui, au niveau géographique, vous le voyez, est extrêmement compact. Par contre, vous le voyez en violet, il est largement naturalisé à travers le monde, que ce soit dans le sud de l'Asie, en Europe, dans la partie du Moyen et du Proche-Orient, dans beaucoup de pays africains, ainsi qu'en Amérique, notamment en Amérique du Sud.
Alors, on va reprendre la chronologie du genre Acacia parce qu'il faut que vous suiviez les choses telles qu'elles se sont passées pour bien les comprendre. C'est un genre qui a été créé non pas par Linné mais par Philippe Miller, juste après, hein, puisque c'était en 1754, et il a été ensuite lectotypifié, enfin typifié, parce qu'un genre ne se lectotypifie pas mais se typifie, sur la base d'une plante qui était une espèce linéenne, hein, que Linné avait appelée Mimosa nilotica, renommée par Delille Acacia nilotica, et qui a été après longtemps appelée Acacia scorpioides. Bon, le nom valide est Acacia, enfin, maintenant Vachelia nilotica, on va voir pourquoi, mais en tout cas, l'épithète nilotica est une épithète valide. Et puis, au cours du 19e, mais même au cours du 20e, et notamment jusqu'aux études de Vassal, un Français, dans les années 70, ce genre Acacia a été maintenu comme un genre unique, et les auteurs ont évidemment noté qu'il y avait en son sein des plantes différentes, enfin, qui présentaient des groupes de plantes qui présentaient des différences assez nettes. Donc, il y a ce qui a été appelé les acacias au sens strict, hein, le sous-genre acacia, avec des stipules épineuses, puisqu'on va le voir après, Acacia nilotica est une espèce africaine épineuse. Aculeiferum, des plantes qui avaient plutôt les stipules inermes, en général des plantes épineuses, parfois inermes pantropicales, avec une répartition à la fois africaine et américaine. Et puis, le sous-genre Phyllodyné, c'est des plantes à stipules inermes, qui sont des plantes inermes pour l'immense majorité et qui sont présentes en Océanie. Donc, c'était connu quand même depuis longtemps que ce genre était assez hétérogène. Ça, c'est donc Acacia nilotica. Je vous le montre pour que vous voyez que cet Acacia nilotica, qui est une plante d'Afrique et qui a été décrite en Afrique de l'Est, est une plante à stipules épineuses et ne ressemble pas du tout à un acacia australien. Donc voilà, donc c'est un premier état qu'il faut avoir en tête. Alors qu'est-ce qui se passe donc derrière? Donc ça, c'est donc la classification pendant ce que j'ai appelé la période 1, c'est-à-dire tant que toutes ces plantes étaient appelées des acacias. Donc vous voyez qu'entre Bentham en 1875 et Vassal en 1972, il y a eu des traitements nomenclaturaux différents, mais des traitements taxonomiques qui finalement étaient extrêmement conformes. Au niveau nomenclatural, Bentham traitant plutôt de séries et Vassal créant des sous-genres, mais toujours avec la même logique, hein. On a donc en haut les plantes épineuses africaines, en partie centrale les plantes qui sont épineuses ou pas américaines et africaines, et puis en bas les plantes australiennes qui sont essentiellement des plantes inermes. Ça, c'est jusque dans les années 70. Et puis, évidemment, arrivent dans les années 80 différentes études, des études morphologiques, des études palynologiques. Euh, Excusez-moi, j'ai préparé mon diaporama un peu vite, hein. Il y a quelques coquilles, je ne m'en voudrais pas, je vais les corriger au fur et à mesure en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Et donc, un Australien, et c'est pas anodin, propose de séparer les acacias en trois genres. Mais décidément, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Donc ces trois genres, il va en faire un pour les acacias stipules épineuses, un pour les acacias non australiens stipulinaires mais tiges épineuses ou pas, et un pour les acacias australiens. Vous avez compris la logique et bien évidemment, c'est très cohérent en termes taxonomiques. Mais ça pose un problème. Alors je pense que vous l'aurez vu venir. Le problème, c'est que voilà, on est au début de la période que j'ai appelée période 2, 1986. Voilà ce que propose Les Pedley. Pedley, lui, bah, il est taxonomiste, donc il dit ce qui doit porter le nom acacia,
c'est le genre au sein duquel il y a le type d'acacia, ce qui est parfaitement logique. Or, vous avez vu tout à l'heure que Acacia nilotica, qui est le type de Miller, est une plante épineuse africaine. Et donc, le genre Acacia est attribué par Pedley aux espèces épineuses africaines. Il crée, ou plutôt il réhabilite un genre qui avait été créé au XIXe siècle par Rafinesque, qui est le genre Sénégalia pour les espèces africaines et américaines, vous avez compris. Et puis surtout, du coup, nos espèces australiennes, qui sont de loin les plus nombreuses, ne peuvent plus s'appeler acacia. Et donc, il va récupérer un nom de genre qui avait été décrit sur une espèce au XIXe siècle, qui est le genre Rhacosperma. Et donc, il va faire quelque chose d'assez inédit, c'est que, alors, ça, c'est un Australien pas content, vous l'aurez compris, et on va revenir à ça, c'est qu'il va, dans un article publié en 1986, publier plus de 400 combinaisons nouvelles, c'est-à-dire qu'il va reprendre tous les acacias australiens connus, ou une grande majorité d'entre eux, et il va les recombiner au sein du genre Rhacosperma. Ça, ce sont des extraits de ce fameux article qui s'appelle le Synopsis of Rhacosperma et où il explique de façon parfaitement logique que dès lors que les acacias doivent être attribués aux espèces africaines, eh bien, toutes les espèces australiennes doivent changer de genre. Et donc, comme vous le voyez en bas à droite, ça commence à provoquer une colère évidemment très importante des Australiens, puisque toucher à l'acacia en Australie, c'est un crime hein, absolument terrible. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'emblème de l'Australie n'est pas le koala ou le kangourou, mais bel et bien l'acacia, et qu'il y a même un jour de l'acacia, National Wattle Day. Wattle, ça veut dire acacia en anglais, qui est le 1er septembre. Et comme vous le voyez sur cette photo qui date des années 1930, eh bien, le 1er septembre, c'est un peu comme chez nous le 1er mai avec le muguet. Eh bien, les gens vendent des rameaux d'acacia dans la rue et c'est une tradition et une fête populaire. Donc, imaginez le retentissement de cette publication de l'Espedley qui va évidemment bouleverser non seulement les Australiens en général quand ils l'ont su, mais la communauté scientifique australienne également. Et il va se passer quelque chose qui est assez inhabituel, c'est que la communauté scientifique va dire on ne peut pas faire ça. Voilà. Euh, il faut bien reconnaître que ce qu'a fait l'Espedley est parfaitement cohérent en termes d'approche taxonomique et était absolument incontestable. Pour autant, euh, les botanistes les plus éminents d'Australie se disent il faut qu'on fasse quelque chose parce que l'acacia, c'est beaucoup trop important dans la culture populaire australienne. Et puis, il y a par la suite les études phylogénétiques. Et les études phylogénétiques, elles disent quoi? Elles disent que Pedley a raison. Évidemment, il a raison, puisque sans surprise, eh bien, ce qui ressortait comme des groupes morphologiquement euh, compacts, eh bien, ressort euh, comme des groupes enfin, génétiquement compacts et différents les uns des autres au niveau de l'analyse de la biologie moléculaire. Et donc, il y a une espèce de déni, puisque dans la flore d'Australie, en 2001, d'Orchard et Wilson, Bruce Maslin, qui est, avec Pedley, mais encore plus peut-être que Pedley, le spécialiste des acacias, décide de maintenir le genre acacia dans la flore d'Australie, alors qu'il sait déjà que Pedley va sortir cet article. Et puis, dans son livre sur les acacias d'Australie, il le fait également.
Et donc, on a quelque chose qui est tout à fait inédit. Et en 2003, du coup, Anthony Orchard, donc le premier auteur de la flore d'Australie, et Bruce Masling vont déposer une proposition 1584 d'un taxone. Donc, vous savez que quand on veut proposer un choix taxonomique pour qu'il soit étudié par les instances en charge des décisions de taxonomie et de nomenclature, et là en l'occurrence c'est un choix nomenclatural et non pas taxonomique, eh bien on doit déposer ça dans le journal taxon. Donc c'est ce qu'ils font, et voilà donc l'entête de cet article. Et donc, quand on fait une proposition de cette nature, il faut évidemment l'argumenter. Et donc, ils vont dire quoi? Ils vont dire qu'il faut absolument conserver le nom acacia pour les acacias australiens parce que c'est le premier genre de la flore australienne, plus de 1000 espèces. C'est un genre encore plus important en nombre d'espèces que le genre Eucalyptus, que l'industrie forestière de l'acacia représente des milliards de dollars, que l'industrie horticole de l'acacia représente des milliards de dollars, que le nom acacia est un symbole national en Australie, et que beaucoup des 1000 acacias australiens sont endémiques, protégés, et figurent sous ce nom dans d'innombrables textes législatifs et administratifs qu'il faudrait changer. Donc, ils mettent en avant toutes les raisons pour lesquelles le fait de conserver le genre acacia rendrait les choses beaucoup plus simples, alors que si ça devait devenir des racospermas, ça complexifierait beaucoup de choses, indépendamment de l'impact, je dirais, psychologique et nationaliste pour les Australiens. Alors, en 2004, le comité des spermatophytes, qui va d'abord étudier et prendre une position au niveau de ces propositions faites dans Taxon, euh, ce comité va écrire sous la plume de Brumit, qui en est le président, que, comme vous le voyez à l'écran, ça a été euh, cet échange nomenclatural a été l'occasion des plus médiatisés et des plus vigoureux débats dans l'histoire du comité de nomenclature. Ça a été extrêmement houleux, puisque évidemment, d'un côté, vous aviez ceux qui disaient, mais enfin, si on a mis en place un code de nomenclature, c'est pour qu'il soit respecté. Et d'autres qui ont dit, mais non, il y a quand même des intérêts qui vont au-delà du seul respect de la règle et qui justifient qu'on fasse une exception. Et finalement, le comité des spermatophytes a voté favorablement pour cette résolution à 9 voix contre 6. Mais pour autant, l'affaire n'était pas terminée puisqu'il fallait que l'année suivante, à l'occasion du Congrès international de nomenclature, qui se déroulait à Vienne, c'était le 17e congrès, il y ait donc un vote de validation ou d'invalidation de cette décision. Les débats qui ont précédé ont été extrêmement houleux et ont été en plus particuliers puisque la femme du Premier ministre australien est intervenue pour expliquer pourquoi en Australie c'était à ce point important et pourquoi il fallait faire cette exception au code de nomenclature. Et, chose rarissime, il a été décidé de voter à bulletin secret. Et donc, euh, une majorité des congressistes a voté pour invalider la décision. Et donc, pour euh, ne pas retenir la proposition d'Orchard et Maslin. À 247 voix contre 203, ce qui fait 55% des votants. Mais le règlement du Congrès international précisait que pour invalider une décision du comité des spermatophytes, il fallait le faire avec 60% des voix. Et donc, cette décision finalement de conserver le genre acacia s'est trouvée minoritaire au niveau des congressistes, mais pour autant acceptée, car finalement la majorité n'était pas suffisante
pour invalider cette proposition. Et donc, la proposition d'Orchard-Damascene a donc été adoptée. Et donc, comme vous le comprenez bien, pour maintenir le genre acacia, il fallait, alors là, bien sûr, l'Australien est content, ça va sans dire, il fallait donc retypifier donc le genre acacia pour arriver à ce que vous avez ici dans la colonne donc Maslin 2006, c'est-à-dire à maintenir le nom acacia pour les espèces australiennes, mais avec un nouveau type qui est une espèce australienne qui s'appelle Acacia penninervis. Et donc, du coup, pour les anciens acacias africains épineux, on est allé chercher le précédent nom de genre utilisé au moins une fois, et ça avait été le cas, c'était le genre Vachelia. Et puis, donc, pour les autres genres, il y a eu, mais ça n'était pas une modification, le maintien des genres qui avaient été désignés. Et puis, depuis, en 2017, il y a eu les espèces américaines essentiellement ont été un peu affinées avec la création des genres parasénégalais et pseudo-sénégaliens, ce qui explique pourquoi aujourd'hui nous avons 7 genres à partir du genre acacia initial. Donc, comme vous l'avez compris maintenant, ça a été quand même une affaire tout à fait retentissante et donc une décision de faire exception aux règles du code de nomenclature. Je dirais qu'avant, ce qui a été décidé cette année, enfin en 2024 à Madrid, mais pour tout à fait d'autres raisons, et notamment l'invalidation de tout un tas d'épithètes, hein, je pense que vous avez entendu parler de cette affaire, c'était incontestablement l'affaire nomenclaturale la plus retentissante de tous les congrès de nomenclature botanique avant celle-ci. Voilà. Et donc voilà pourquoi les acacias d'Australie s'appellent acacias. Et voilà pourquoi, quand je vous ai montré tout à l'heure une carte de répartition du genre acacia, je vous ai montré une carte où les acacias sont australiens pour l'immense majorité d'entre eux. Le voilà, hein, cet acacia penninervis, hein, ça n'a plus rien à voir évidemment avec l'acacia nilotica devenu Vachelia nilotica de tout à l'heure, hein. C'est un acacia qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Acacia melanoxylon, hein, que nous allons voir tout à l'heure, acacia endémique australien et non naturalisé d'ailleurs ni en Europe ni nulle part à ma connaissance. Voilà pour cette histoire de taxonomie. Vous voyez qu'elle est loin d'être anodine et j'ai pensé qu'il était important de vous la conter pour que vous l'ayez en tête. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 7 sections hein, dont vous avez les noms ici et vous allez retrouver d'ailleurs le nom de l'espèce pour pas mal d'entre elles, hein, qui a beaucoup étudié donc les acacias. Je rappelle que vous voyez que pour l'essentiel, ce sont des sections qui ont été créées par Bentham. Alors lui, il les avait créées en tant que série. Je rappelle que Bentham euh, avait en 1875 publié une publication majeure où il avait étudié les herbiers des anciennes colonies britanniques. Et donc, il avait à travers ça pu décrire d'innombrables espèces, mais au-delà des espèces, également des sections et des genres. Alors, en France, maintenant, on va y arriver. Nous avons 4 de ces sections qui sont représentées, alors bien sûr, et je le rappelle, qui sont représentées par des plantes naturalisées, puisque bien évidemment, il n'y a aucun acacia naturellement sauvage dans notre pays. Donc je vous propose de reprendre maintenant ces plantes une par une, hein. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça ne sera pas trop long. Ce d'autant que, et c'est pour ça que je voulais que ce webinaire ait lieu au mois de janvier, les premières vont commencer à fleurir bientôt. Et là, on va rentrer dans la période entre maintenant et la fin mars, où, notamment dans le Var, il est possible d'aller voir les acacias en pleine floraison. Et c'est évidemment un spectacle absolument magnifique, même si, et on va le voir, certaines de ces espèces commencent à être particulièrement envahissantes. Alors la section acacia, pour commencer, donc c'est la section d'Acacia penninervis, hein, bien sûr, vous avez bien compris. Les feuilles sont réduites à des phyllones
Alors, vous savez que les phyllodes, c'est pas une feuille simple, c'est un pétiole qui s'est développé et qui a l'apparence d'une feuille simple. Et donc qui n'a pas de nervure latérale, notamment, ou rarement. Là, en l'occurrence, c'est des phyllodes à une seule nervure avec des inflorescences globuleuses. Alors, qu'est-ce qu'on a en France? On a, pour commencer, Acacia paradoxa. Alors, c'est pas le plus commun des acacias naturalisés en France. Vous avez à gauche une photo que j'ai prise donc au Temple d'Hercule à Cavalère, donc là où la plante est abondamment naturalisée, où elle a envahi une espèce de colline complètement, avec d'autres acacias d'ailleurs, mais elle est dominante. Euh, Comme vous le voyez, elle est très vigoureuse. C'est un des très rares acacias, Acacia sensu stricto, qui a des stipules épineuses. Donc c'est une plante épineuse, ce qui est très très rare dans le genre acacia. Et vous avez à droite hein, la plante, vous voyez que donc elle a des phyllodes, vous voyez que les inflorescences sont globuleuses, et vous voyez que les stipules sont épineuses. C'est une jolie plante, c'est un arbuste, hein, comme vous le voyez, qui est un peu dégingandé, mais quand il est en fleurs, évidemment, qui est extrêmement florifère. Alors bien sûr, hein, je ne vais pas détailler la morphologie des plantes du genre Acacia. Vous voyez que les inflorescences sont composées de multiples fleurs qui ont la particularité d'avoir des pétales qui sont très courts et qu'on ne voit pratiquement pas, mais qui sont tout de même développés. Hein. C'est pas une plante sans pétales. Hein. Et des étamines qui sont en nombre indéterminé, qui sont beaucoup plus longues que le calice et qui forment ces pompons, hein, qui sont tout à fait caractéristiques, non pas de ce genre, puisqu'il y a quand même beaucoup dans les mimosoïdés, donc la tribu des mimosoïdés de plantes qui ont cet aspect. Mais bon, évidemment, chez les acacias, c'est tout à fait singulier et c'est ce qui fait l'esthétique de ces plantes. Donc, comme vous le voyez là, on voit bien que c'est une plante velue. C'est une plante donc avec des phyllodes qui sont courtes, hein, mais qui sont très nettes. Les stipules épineuses sont longues hein, et assez vulnérantes. Hein. C'est une plante qui est pas très sympathique à manipuler. Les fruits sont allongés, ils sont légèrement velus au départ, puis glabrescents. Et puis vous avez sur les graines des acacias toujours une espèce de funicule qui est développée, elle est plus ou moins développée. Là, vous voyez qu'elle est brunâtre et qu'elle est de taille, on va dire, intermédiaire par rapport au genre. On verra tout à l'heure qu'il y en a qui sont plus courtes et qu'il y en a qui sont beaucoup plus longues que ça. Et il est important chez les acacias de regarder non seulement la taille de ce funicule, mais également sa couleur. Hein. Voilà. Les acacias ont des graines qui sont petites, hein, vous voyez que ça fait 4 mm, 3 mm, et qui sont nombreuses hein, en général, et qui donc, comme ça fait énormément de fleurs, donc ça fait énormément de fruits avec beaucoup de graines, et donc c'est une des raisons pour lesquelles ces plantes quand elles trouvent leur condition optimale, se répandent de façon extrêmement importante parce qu'elles grainent beaucoup. Voilà. Voilà, de façon plus large, hein, ça c'est le fameux temple d'Hercule. Hein. C'est une vue d'ensemble de la colline du temple d'Hercule à Cavalère. Photo prise au mois de mars, hein, si vous voulez le voir, c'est mi-mars, hein, l'idéal. Et vous voyez à quel point cette plante est extrêmement envahissante. Alors pour le moment, elle est relativement localisée dans le Var, dans cette région. Alors il y a beaucoup d'acacias qui sont naturalisés dans la région du Lavandou et pas loin de Bornes-les-Mimosas. Hein. Toutes ces plantes se sont échappées des jardins et puis se sont répandues. Alors, les pépiniéristes spécialisés aujourd'hui disent qu'ils vendent des pieds stériles. Bon, ils le disent. En tout cas, ces plantes-là sont pas stériles, ça je peux vous le dire. Voilà. Alors, deuxième espèce, cette espèce, pareil, hein, c'est pas une des plus communes. Acacia pycnantha. Alors, Acacia pycnantha, c'est vraiment, quand on parlait tout à l'heure du Wattle Day, le jour de l'acacia, l'emblème de l'Australie, c'est Acacia pycnantha. Cette plante est tout à fait remarquable. Ça fait des arbres qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres de haut. Très, très beau. Vous voyez quand c'est. Alors là, bon, la photo a été prise un jour de pluie, désolé, hein.
c'est pas terrible. Je suis pas un grand photographe en plus, mais c'est un arbre absolument magnifique avec un feuillage un peu vert sombre, des troncs noirs, avec cette floraison d'un jaune pétard, c'est absolument magnifique. Donc, c'est une plante qui est peu naturalisée en France, mais il y a notamment une population qui commence à prendre de l'essor. Toujours pareil, hein, sur la commune du Lavandou. Euh, je cherche le nom de cet endroit. C'est à côté de la résidence du président de la République, là, vous voyez, sa résidence d'été. Ça va me revenir. Acacia pignata, des phyllodes qui sont falciformes, hein. Des fruits qui sont assez fins, allongés, et puis des graines. On a toujours à peu près la même forme et la même taille de graines, avec là un funicule qui est beaucoup plus réduit, hein, et assez localisé, et, voilà, qui prend pas beaucoup de place. Voilà la station. Mince, ça m'énerve de ne pas trouver le nom. La résidence d'été du président de la République. Il y a bien quelqu'un qui va m'aider quand même, s'il vous plaît. Euh, ça, c'est à cet endroit-là et on voit que à partir d'une population qui fait, je dirais, une centaine de mètres carrés, elle est en train de se répandre comme ça, par rejet au bord de la route. Je vois quelqu'un qui m'aide. Là, voilà, Brégançon, merci beaucoup. C'est au niveau de Brégançon. Voilà. C'est une plante pareille. Si vous voulez la voir en fleurs, il faut y aller au mois de mars, hein. Voilà. Alors pour le moment, les deux espèces qu'on vient de voir ne posent pas encore de problème important en termes de dispersion. Celle-là, pas du tout, et la précédente, elle est encore très localisée. Maintenant, ce sont des plantes qui ont une vraie capacité d'envahissement. Et moi, je suis allé voir cette population deux fois, et à 5 ans d'intervalle, et je peux vous dire qu'il y a une progression qui est nette, hein. Tout ça, c'est des jeunes sujets, hein. Voilà. Alors maintenant, on va passer à Acacia retinodes. On est toujours dans la même section. Ça, c'est une plante que je pense vous connaissez mieux. Alors, les fleuristes appellent le mimosa des 4 saisons, hein. C'est un acacia, un petit arbre, hein, qui fait 3, 4, 5 mètres de haut, qui a des inflorescences qui sont toujours des glomérules, mais de petite taille et qui sont d'un jaune un peu soufré, un peu citrin, un jaune un peu pâle, hein, par rapport aux espèces qu'on a vues jusqu'à présent et par rapport à l'espèce qu'on verra après qui lui est proche. Donc Acacia retinodes. Il y en a là toujours pareil, hein, mais là pas mal de populations dans le Var. Et il y en a quelques petites populations ou quelques individus ici et là. Il y en a notamment dans le Gard, il y en a, bon bref. C'est une plante qu'on voit un peu plus souvent. Donc vous voyez, ces glomérules, là, ces inflorescences sont plus petites et avec ce jaune plus palichon. Quant aux graines, elles ressemblent à celles de l'espèce précédente, avec un funicule qui descend un petit peu le long de la graine. Et toujours pareil, hein, des graines qui font à peu près 3-4 millimètres de grandeur. Les phyllodes sont assez étroites, avec une largeur maximale dans la partie haute, hein. Voilà. Elles ont une forme un peu particulière, hein, qu'on voit bien également sur la photo de la plante, là. Voilà. Alors, on va passer maintenant à Acacia saligna. Alors, Acacia saligna, là, on commence à rentrer dans le monde des pestes végétales, au niveau mondial d'ailleurs. Acacia saligna, c'est une plante absolument magnifique, hein. Vous voyez là à gauche un exemplaire que j'ai photographié en Espagne. Euh, Très très belle plante, qui ressemble à la précédente, mais les phyllodes sont beaucoup plus allongés, avec une largeur la plus grande qui se situe en partie médiane. Là, on voit très très bien la nervure unique là, qui est très prononcée, hein, qui signe la section acacia. Les glomérules floraux sont un peu plus gros et surtout sont beaucoup plus vifs en couleur. Ils ont une couleur, un jaune qui tire parfois même un peu sur l'orangé. Alors, Acacia saligna est vraiment une plante problématique en termes de dispersion. Dans le sud de la France et notamment dans le sud-est, à certains endroits, ça commence à être embêtant, mais ça va encore.
Par contre, par exemple, si vous allez en Espagne, que vous descendez en Espagne par l'autoroute qui longe la côte méditerranéenne de l'Espagne, entre Barcelone et Tarragone, vous allez commencer à en voir au bord des routes et après, pendant des centaines de kilomètres, vous en avez partout. C'est extrêmement envahissant. Vous en avez également en Corse qui commence dans certaines zones à être très envahissante, notamment sur la côte est de la Corse avec des populations qui commencent à être difficilement maîtrisables. Donc c'est tout d'ailleurs le problème de ces plantes, c'est qu'à la fois elles sont magnifiques et donc évidemment les gens adorent ça et trouvent ça très 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 agréable. Mais bon, comme toute plante envahissante, évidemment, et notamment quand on parle d'arbustes et d'arbres, ça prend assez vite la place des petits camarades. Donc il faut arriver à maîtriser cette affaire. Donc voilà, hein, des glomérulus, comme je vous le disais, un peu plus gros que précédemment et surtout d'un jaune un peu plus vif. Des fruits qui sont aplatis, qui sont un peu lomentassés, comme vous le voyez, et des graines avec un funicule qui est un peu marron foncé, tirant un peu sur le brique. Euh, voilà ce qu'on peut dire de cette espèce. Vous voyez là encore un rameau d'Acacia saligna quand c'est en fleurs. Donc là, ça fleurit plutôt fin mars jusqu'au 15 avril à peu près. Et c'est évidemment quelque chose d'absolument magnifique, qui pose problème. Et je n'ai parlé là que de la France et de l'Espagne, mais c'est une plante qui pose de problèmes dans de nombreux pays à travers le monde, hein, puisqu'elle a été largement cultivée. Alors ça, c'est vraiment une plante cultivée au niveau ornemental, hein. C'est pas du tout des plantes cultivées pour leur bois, hein. Voilà. L'acacia feuille de saule. Alors, il y a une sous-espèce qui a été décrite, que vous verrez peut-être dans certains comptes rendus ou flores, qui est Acacia cyanophylla, mais qui est la même plante en réalité. Il n'y a pas de, les différences ne justifient pas de les distinguer. Voilà. Voilà pour cette première section. Maintenant, on va passer à la deuxième section, la section Botrytis céphalée, avec des feuilles qui, au contraire, sont toutes bipénées et des inflorescences qui sont globuleuses. Alors, on va commencer par Acacia belleyana. Alors, je suis désolé, je pensais, pour tout vous dire, parce qu'en regardant il y a quelques semaines mes photos, je pensais que j'avais des photos de la plante en fleurs. Et c'est pas le cas. Donc, je suis allé la semaine dernière chez mon ami Yann Voss à Château-Pérouse, donc à Saint-Gilles, dans le Gard, qui a une collection d'acacias absolument magnifique. Et je pensais les voir en fleurs. Et comme on a eu là, quand même pas mal de froid ces derniers temps, eh bien, vous voyez, il est en bouton. Donc là, je ne peux pas vous le représenter en fleurs, j'en suis désolé. Mais à la rigueur, c'est pas très grave. Vous voyez la forme de la plante et vous voyez ces feuilles bipénées, courtes, bipénées et souvent, comme on le voit très bien ici, là, dans la partie gauche, euh, teintées de pourpre ou de bleu. C'est vraiment une plante absolument magnifique, même quand elle n'est pas en fleurs, hein. Quand elle est en fleurs, évidemment, elle est couverte de glomérules jaunes. C'est une très très belle plante. Au niveau de sa naturalisation en France, pour le moment, ça reste vraiment extrêmement sporadique. C'est des toutes petites populations euh, dans le Var, Alpes-Maritimes et je crois une en Corse. Mais bon, ça reste tout à fait maîtrisé. Et pour le moment, ça pose pas de, c'est pas une plante qui pose problème, contrairement à l'espèce proche que nous allons voir après. Alors, on voit dans ces feuilles bipénées, hein, vous voyez que là, vraiment, l'aspect bipéné est tout à fait caractéristique, qu'on a très souvent des petites glandes comme ça, qui sont situées, c'est pas le cas uniquement de cette espèce, qui sont situées donc au niveau de l'insertion des pennes. Vous voyez cet aspect pruneux, notamment de la partie inférieure, de la face inférieure des feuilles, qui est tout à fait caractéristique dans cette espèce et qui permet de la reconnaître très très facilement avec des folioles qui sont très courtes, hein, comme vous voyez. Donc globalement des feuilles qui sont courtes, hein. Les pennes sont courtes, les folioles sont courtes. Voilà, c'est une plante très très ramassée. Les fruits sont assez différents des espèces proches, hein, avec des fruits longs comme ça, aplatis, comprimés, avec toujours pareil, hein, de nombreuses graines, avec des graines qui sont un peu plus grandes, hein,
que les espèces qu'on a vues précédemment, mais voilà, sans particularité, contrairement à ce qu'on va voir après, avec des funicules qui sont de relativement petite taille. Nous allons passer maintenant à l'espèce que vous connaissez le mieux, hein, Acacia dealbata, le fameux mimosa des fleuristes. Donc à gauche, vous avez là une plante déjà d'un certain âge, bien développée. Vous voyez que ça fait des arbres hein, qui peuvent faire quand même une certaine taille. Alors, la plante que vous avez représentée à gauche est une plante non greffée, hein. Donc, ce sont des plantes qu'on va trouver dans les terrains siliceux. Par contre, dans les jardins, moi je vois, j'habite dans l'Hérault, euh, et là où j'habite, je peux vous dire que le terrain est très 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 calcaire. Eh bien, il y a de magnifiques acacias dealbata dans les jardins, qui sont d'ailleurs exubérants en termes de taille et de floraison, pardon, qui sont des plants greffés. Alors, je ne sais pas d'ailleurs sur quoi ils sont greffés. J'essaie de savoir. Mais je peux vous dire que et c'est assez récent d'ailleurs, hein. Ils s'accommodent très bien, ces plants greffés, des terrains très calcaires. Euh, mais évidemment, là où la plante va se naturaliser, va se ressemer, va se répandre, c'est dans toutes les zones où vous allez trouver des terrains au contraire siliceux. Donc évidemment, dans toute la zone du Var, Alpes-Maritimes, etc. Mais vous allez trouver ça également dans toutes les zones sablonneuses. Alors, j'en retrouvais pas mal dans les Pyrénées-Orientales et puis sur le long de la côte atlantique, ou évidemment de la frontière espagnole jusqu'à relativement haut. Vous en avez beaucoup dans les forêts des Landes, y compris en Gironde et au-dessus. C'est une plante extrêmement envahissante et qui pose alors là vraiment de gros problèmes. Alors après, voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est une plante magnifique. Quand on voit ces floraisons là, extrêmement abondantes, extrêmement spectaculaires. Euh, les feuilles bipennées, donc qui ne ressemblent pas du tout hein, à celles de Baileyana, et ce sont en plus des feuilles qui sont pulvinées. Donc, comme elles sont pulvinées, hein, les folioles sont pulvinées, vous voyez qu'elles font comme un, comme un vrai mimosa, un mimosa pudique par exemple, c'est-à-dire elles se referment grâce au pulvinus quand on les touche. C'est pour ça que quand on veut les scanner comme ça, essayer de bien les présenter, ben, on arrive à ce résultat-là qui n'est pas très satisfaisant, mais on voit que les folioles sont très courtes, extrêmement courtes. Par contre, les pennes, elles sont beaucoup plus longues. Et donc, on a des plantes avec des feuilles beaucoup plus imposantes que celles qu'on a vues tout à l'heure. C'est une plante qui a des rameaux blanchâtres, des fruits lomotacés. Alors là, très nettement lomotacés, comme on le voit là. Bon, très facile à reconnaître. Il y a une espèce qui est assez proche, qui est Acacia decurrens, qui a été citée comme étant naturalisée en France. Euh, Selon moi, ça n'est pas le cas. Jean-Marc Tison m'a montré des échantillons qu'il a ramassés dans le Var, qui sont pour moi un hybride entre d'écurins et autre chose, probablement d'écurins par des albata, et qui de toute façon ne se répand pas. D'ailleurs, si c'est un hybride, comme je le pense, c'est pas forcément étonnant. Donc voilà, en tout cas, l'acacia des albata, pas grand-chose d'autre à vous en dire, si ce n'est que, évidemment, c'est la plante que vous pourrez voir le plus facilement naturalisée en plein d'endroits. Et voilà, voilà typiquement ce que ça donne, vous voyez, avec voilà, des jeunes plants comme ça qui sont très abondants. Là, je crois que c'est une photo que j'ai prise dans les Pyrénées-Orientales. Euh, voilà, à partir de graines, quoi. Une vraie peste là aussi, hein. Là, une jolie peste. Voilà. Et puis la dernière de cette section, c'est une plante qui, alors, elle pose de très gros problèmes au niveau mondial, qui fait partie d'ailleurs de la liste des 100 espèces vivantes les plus envahissantes au monde. Je parle sous le contrôle de Guillaume Fried ici présent, spécialiste des plantes invasives. C'est Acacia mehanzi. Alors, la photo à gauche, là, elle a été prise, c'est une photo que j'ai prise à Madère. Euh, c'est une plante qui est plutôt envahissante dans les zones un peu tropicales ou subtropicales. Bon, à Madère, évidemment, elle est extrêmement abondante, comme aux Canaries. Guillaume confirme
aussi sa présence à La Réunion. Je l'ai vu aussi à La Réunion, tout à fait. Mais on la voit finalement beaucoup hein, quand on voyage. C'est une plante très, très, très envahissante. En plus, c'est un grand arbre, magnifique, hein, comme vous le voyez, et qui alors a une capacité d'envahir des forêts de façon rapide et spectaculaire. Donc, c'est une plante qui ressemble un peu un mimosa des fleuristes, si j'ose dire, sauf qu'elle est plus robuste. Le feuillage est plus foncé. Et puis, surtout, elle a ses inflorescences qui sont d'un jaune pâle, comme vous le voyez. Euh, donc, une plante splendide. Ça, c'est des échantillons donc, scannés sur des plantes en France. En France, aujourd'hui, elle n'est naturalisée que en Corse, sur la côte est de la Corse. Alors, il y a quelques populations ici ou là, notamment dans les Pyrénées-Orientales, mais pour moi, ce que j'ai vu dans les PO, c'est pas une plante naturalisée. Ça reste encore des plantes plantées, vigoureuses, mais qui ne se sont pas sauvées. Alors qu'en Corse, elle est envahissante sur la partie est de la Corse, notamment au sud-est de la Corse, où certaines populations commencent à poser de vrais problèmes. J'ai eu notamment Monsieur Deleuze, pour ceux qui le connaissent, qui a un jardin là-bas et qui a étudié pas mal ces plantes et qui m'a dit qu'elle était problématique. D'ailleurs, à un moment donné, un autre nom avait été envisagé pour qualifier les plantes de Corse et c'était une erreur. C'est bien Acacia meanzi dont il s'agit en Corse. Donc, vous voyez, hein, ces inflorescences donc pâle, jaune pâle, avec des fruits lomantacés, comprimés, avec beaucoup de graines à chaque fois, hein, et toujours pareil, des formes de graines relativement comparables. Voilà pour Acacia meanzi. Mais une fois de plus, hein, si vous allez en gros, dans les zones intertropicales, dans beaucoup de pays du monde, vous allez la trouver. Pourquoi? Parce que cette plante est cultivée pour son bois, hein, au départ, dans beaucoup de pays. Et c'est à partir de sa culture en grand pour le bois qu'elle s'est répandue de façon irrépressible dans de nombreux pays. La section juliflorée, nous avons une espèce en France, une petite section, feuilles toutes réduites à des phyllodes, avec une seule nervure, mais des inflorescences cylindriques, contrairement à la section acacia qu'on a vue tout à l'heure. Alors en France, on a une espèce, c'est Acacia longifolia, euh, dans la sous-espèce longifolia d'ailleurs. Il y a une sous-espèce sophorae qui a été citée, mais moi, tout ce que j'ai vu, notamment dans le Var, puisque c'est essentiellement là qu'elle est naturalisée, correspond, à mon sens, à la sous-espèce Longifolia et non pas à la sous-espèce sophorae. Vous voyez à gauche, voilà, c'est typiquement l'envahissement par cette plante, et on va voir une autre photo après. Là aussi, c'est un gros arbuste, on va dire. Pareil, toujours pareil, hein, très florifère, et qui fait énormément de graines et donc qui se répand comme ça très facilement. Très belle plante, hein, et vous voyez des inflorescences comme ça qui sont cylindriques, qui sont plus globulaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est beau, hein. C'est absolument magnifique. Ça fait presque faux, quoi. On dirait une plante en plastique, tellement tellement c'est étonnant. Et en plus, les phyllodes sont un peu épaisses, un peu pas crassulaescentes, mais enfin, elles sont épaisses, donc ça donne cet aspect un peu de plante en plastique. Alors là, les fruits sont très fins, ils sont pas comprimés, contrairement à ce qu'on a vu. Et là, on a, vous le voyez, des graines avec un funicule qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus imposant, des petites graines. Donc voilà, Acacia longifolia. Voilà, typiquement, ça c'est pris également dans le Var, hein, c'est au sud de la commune du Lavandou, en allant vers la mer, et là on est au bord d'un plan d'eau, d'eau douce, hein. Et ben voilà, quoi, j'ai pris cette photo, mais il y en a sur des hectares. Et là, ça c'est vraiment une peste végétale qui mérite d'être vraiment surveillée avec beaucoup d'intention. Et puis on termine avec la dernière espèce naturalisée en France, elle appartient à la section Plurinerves. Alors, la section plurinervesse, c'est là.
à la fois des phyllodes à plusieurs nervures, d'où son nom, des inflorescences globuleuses, mais elle a surtout, chez certaines espèces, dont celle qui est naturalisée en France, des phyllodes majoritairement, mais aussi, notamment dans les parties basses, des feuilles bipénées. Donc elle a un dimorphisme foliaire. Donc cette plante, c'est Acacia melanoxylon, qui est appelée dans les zones où elle est cultivée le bois noir. Alors, d'où son nom d'ailleurs aussi, hein, mélanoxylon. Euh, c'est un arbre, hein, c'est un très bel arbre, très sombre au niveau du feuillage et avec des fleurs qui sont crème, qui sont ou d'un jaune très pâle. Donc, elle est très facile à reconnaître. Et vous voyez que là, les phyllodes ont plusieurs nervures. Hein, c'est assez net là. Je pense que derrière, on le verra mieux. Vous voyez, regardez, une, deux, trois. Enfin voilà, elles sont très nettement nervées. Et vous voyez la couleur des fleurs. En réalité, bon, quand on parle de couleur des fleurs, bien sûr, chez les acacias, vous l'aurez compris, on parle d'abord et avant tout de la couleur finalement des anthères, hein, et des étamines en général, des filets et des anthères qui vont déterminer la couleur de la fleur. Mais la fleur, en réalité, elle est là. Hein. Vous voyez que les pétales, ils sont ici, au bout de ma flèche, donc c'est tout petit. Et là, on voit que le pétale, il est un peu jaune pâle, en réalité. Mais l'aspect général, comme on le voit là à droite, c'est finalement de fleurs crème, quoi. Hein, si on veut. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment une plante absolument magnifique. En plus, elle est souvent, comme on le voit ici ou là, dans l'inflorescence, lavée de pourpre un peu. Donc ça lui donne un aspect extrêmement ornemental, mais sa naturalisation s'est surtout faite, alors pas en France, hein, en France elle s'est faite à partir de cultures ornementales, mais à travers le monde elle s'est surtout faite à partir de cultures pour son bois, puisque c'est un arbre qui est extrêmement utilisé. Alors c'est pas du bois très précieux, hein, les bois d'acacia, mais c'est beaucoup utilisé dans certains pays pour faire du charbon de bois, pour après être utilisé bah, pour cuisiner, quoi. Voilà. Alors, Acacia melanoxylon, alors vous voyez les phyllodes là, hein, avec ses nervures multiples. Elle a des fruits et des graines qui sont très particulières. Vous voyez ces fruits qui sont tortueux, un peu tortillés sur eux-mêmes. Hein, c'est tout à fait caractéristique. Il y a plusieurs fruits là, hein, mais enfin, c'est vraiment cet aspect qu'on voit quand on va voir la plante au mois de mai ou au mois de juin, par exemple. Ça fleurit en mars. Hein. Et, euh, et vous voyez les graines. Donc là, on a quelque chose de très spectaculaire au niveau du funicule, qui est rosé et qui entoure complètement la graine, qui fait même presque une fois et demie le tour de la graine. Et puis vous avez ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vous avez là des phyllodes dans les parties hautes, et dans les parties basses, vous allez trouver ce genre de feuilles. C'est-à-dire, vous voyez que il y a une partie qui commence à ressembler à une phyllodes. Vous voyez que les phyllodes, quand je dis que ce sont des pétioles élargies, on voit bien là ici hein, ce qu'il en est. Mais c'est une feuille bipénée. D'accord? Donc, on a dans cette section, toutes les espèces ne le sont pas, mais cette espèce, elle est très caractéristique par ça. Donc, c'est pour ça que ce critère, le problème, c'est qu'il faut voir la plante entière et la voir dans la nature. Parce que sur échantillon d'herbier, quand vous récoltez la plante, bah, vous allez récolter ça, quoi. Évidemment. Donc là, si vous prenez une clé et qu'on vous met existence de feuilles bipénées, bah, vous dites non, évidemment alors qu'il y en a. Voilà. C'est pour ça que ce critère est très intéressant, mais typiquement, nous, on va pas le mettre, on va pas le faire figurer dans la clé, dans le tome 1 des légumineuses, quoi, parce que sinon, ça va être casse-gueule pour tout le monde. Voilà. Ou même en photo, hein. On photographie en général le haut de la plante, hein. On photographie pas les parties basses. Alors, je voyais beaucoup d'acacias sous la pluie, hein, mais forcément, ça fleurit au printemps. Donc, bah oui, il pleut souvent dans ces régions-là. Voilà, vous voyez, typiquement, voilà une population d'Acacia melanoxylon. On est là, je sais plus sur quelle commune, je crois qu'on est sur la commune du Rayol canadien. Je sais pas si Jérémy Tride c'est là. Euh, et donc, on a là une plante qui peut devenir assez vite envahissante. Donc, pour le moment, c'est pas encore ce qu'on peut appeler chez nous une peste végétale, mais ça fait partie de ces espèces à surveiller. Voilà, donc on a vu les plantes qui aujourd'hui sont naturalisées en France. Après, il y a quelques espèces qu'il faut quand même connaître et surveiller un peu parce que bah, des acacias cultivés, il y en a plein et on comprend bien pourquoi. Il y a même des gens qui sont des collectionneurs d'acacias. Hein.
Et donc, il y a des espèces qu'on va retrouver beaucoup, qui sont même plantées dans les parterres, les ronds-points, dans la zone de Borne-les-Mimosas par là-bas. Et donc, il faut quand même regarder si elles se sauvent pas à partir de là. Alors, j'en ai mis quelques-unes, hein. Il y en a plein, hein. Quelques-unes qui, parmi, j'allais dire, celles qu'on voit le plus souvent. Alors, celle-là s'appelle Cultriformis. Bon, vous comprenez pourquoi. Ça, c'est phyllode, hein, vous voyez. Donc, c'est très particulier, très, très belle plante, là encore, hein. Voilà. Celle-là s'appelle Acacia redolens. Alors, elle est, on la voit dans pas mal d'endroits. Et notamment, il y a une population plantée, mais qui pourrait peut-être bouger. Il y a quelques rejets, etc. Des petites, c'est sur 7, hein, au niveau de la corniche de 7, où cette photo a été prise. Acacia redolens, avec là encore des phyllodes tout à fait typiques. Inflorescence globuleuse, jaune, une jolie plante là encore. On sait que des jolies plantes. Ça, c'est un très très bel arbre. Acacia spectabilis d'ailleurs, hein, comme son nom l'indique, avec ses feuilles bipennées, mais qui sont des feuilles bipennées un peu particulières. Vous le voyez par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça ressemble pas du tout à des feuilles d'Acacia dealbata ou d'Acacia beleyana. Très jolie plante qu'on trouve de temps en temps, notamment toujours pareil, hein, dans le Var. Celle-là, alors, elle est extraordinaire quand elle est plantée en fleurs, quand on la voit. C'est une plante, c'est un arbuste qui devient énorme. Et quand il est en fleurs, on ne voit pratiquement que des fleurs. C'est Acacia vestita. Il ressemble beaucoup à celui qu'on a vu tout à l'heure, Cultriformis. Les phyllodes sont plus arrondis, hein, vous voyez. Et donc, alors, il est extrêmement florifère avec la particularité de fleurir d'abord sur le bas des rameaux et puis à la fin sur le haut des rameaux. Vous voyez le décalage de floraison ici. Et donc, ça vous donne ça, vous voyez. Écoutez, ça, quand on aime les plantes, on peut trouver que ça beau, quoi. C'est extraordinaire. Donc là, mars, vous allez à bord les mimosas, tout ça, il y en a, ils en ont foutu plein les ronds-points. Et c'est vraiment très, très spectaculaire. Pour le moment, toutes ces plantes là, que je viens de vous citer ne se sont pas sauvées et restent à l'endroit où elles ont été plantées. Voilà, donc là, on a fini avec les acacias. Je voulais quand même, avant de vous laisser, euh, vous parler quand même des vachélias présents en France. Vachélias, donc vous avez bien compris, on va pas reprendre le début de la présentation. C'était les acacias quand il y avait qu'un seul genre, et c'était même les acacias quand Pegler a reconsidéré le groupe. Et c'est devenu des vachélias pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Vachélia carou, qui est une plante d'Afrique, notamment d'Afrique du Sud. Euh, c'est d'ailleurs une région d'Afrique du Sud, hein, le carou. Euh, c'est donc ces acacias épineux, hein, ces vachélias. Euh, Elle a la particularité d'avoir des stipules extrêmement vulnérantes, très longues, qui, vous voyez, ça peut faire près de 10 centimètres pour certaines, hein, et très épaisses, blanches. Et là, il faut faire attention. C'est vraiment une plante avec laquelle on peut se faire vraiment mal si on ne fait pas attention. Parce que quand vous enfilez ça dans le doigt ou dans l'épaule, je peux vous dire, on la sentait passer. Très belle plante avec des fruits comme ça qui sont des fruits un peu circulaires, très envahissante. Alors aujourd'hui, elle pose problème dans l'est de la Corse, hein, où elle est envahissante. Et en plus, alors voilà, c'est déjà détruire des plantes envahissante, c'est pas toujours évident, mais quand c'est en plus extrêmement épineux, ben, c'est d'autant plus embêtant parce que les techniques d'arrachage, par exemple, peuvent difficilement se faire à la main, quoi. Voilà. En tout cas, à côté de ça, c'est une plante qui est vraiment très, très ornementale. Alors, les vachélias, hein, pour mémoire, c'est dans ce genre qu'on va trouver dans des espèces africaines et sud-américaines ces formations au niveau des stipules qui font, vous savez, comme des cornes de bœuf, qui sont extrêmement épaisses et dans lesquelles nichent des fourmis, enfin vivent des fourmis. Voilà. Et donc, il y a une espèce de symbiose entre la plante et la fourmi. Chacun y trouve son compte. Euh, et donc, avec quelques genres de fourmis très inféodés
à ces espèces. L'autre espèce qu'on peut voir en France, alors là, de façon beaucoup plus sporadique, c'est Vachellia farnesiana. On retrouve, moi je trouve que dire qu'elle est naturalisée en France est un peu exagéré aujourd'hui. On va trouver des individus isolés. Bon, c'est pas une plante objectivement envahissante, en tout cas en France. Bon, par rapport à l'autre, il y a différentes différences, pardon, différents critères. Bon, il y en a deux déjà qui sont évidents. La première, c'est que les épines sont beaucoup plus petites, hein. Donc, l'aspect général de la plante est différent. En plus, c'est soit un arbre, alors que l'autre est quand même un gros arbuste. Et puis, surtout, les fruits. Vous voyez que ça, c'est des fruits qui n'ont absolument rien à voir. Ils sont épais. Ils sont, je ne sais pas comment qualifier cette forme, une espèce de forme trapézoïde, voilà, losange. En tout cas, et puis surtout épais, c'est pas du tout comprimé comme les fruits d'acacia de Vachelia Caron. Voilà. Donc ça, c'était avant des acacias, ça n'en est plus, mais enfin, quitte à vous parler du genre acacia, je voulais quand même vous montrer ces deux plantes. Voilà ce que ça donne, hein. Ça, c'est une photo qui a été prise en France aussi. Donc voilà, c'est un arbre, hein. C'est un bel arbre d'ailleurs, avec un tronc foncé comme ça. On voit d'ailleurs ici, vous voyez, foncé, souvent un peu taché de pourpre. Voilà, monsieur, dame, j'en ai terminé pour cette présentation du genre Acacia en France.